Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversations with My Sister, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Une fois par mois, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artistes. Ce soir, mes sisters Marie Dara et Céline Paquet. Une fois n'est pas coutume, cette édition de mon podcast n'est pas enregistrée en public dans un lieu culturel bruxellois. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de Radio Panique. Radio Panique est une radio libre bruxelloise qui se définit comme radio associative d'expression et de création et comme radio multi- et interculturelle. Elle a été créée en 1983 à l'initiative d'un groupe de personnes militantes contre le racisme et pour les droits humains. Merci à l'équipe de nous accueillir. Rokia Bamba, Sororité, Conversations with My Sisters. Bonsoir, Marie Dara. Bonsoir. Bonsoir, Céline Paquet. Bonsoir. Marie Dara est artiste multidisciplinaire. Actrice, auteurice, slameuse, gender fluid et végane. Championne de Belgique et d'Europe de slam en 2021, Yel a édité chez Maelstrom un bootleg entre conte et slam intitulé « Depuis que tu n'as pas tiré » dans la collection Bruxelles se compte en 2020. Le spectacle, issu du livre, se jouera en juin 2023 au théâtre Le Rideau de Bruxelles. Sous le noir du tarmac, Beneath Black Tar, son prochain recueil poétique, traduit du français à l'anglais par Nefer Ferreira Montera Núñez, vient de paraître chez Maelstrom. Yel travaille en collaboration étroite avec les secteurs associatifs au niveau social et éducationnel, afin de repenser le monde en changeant ses systèmes d'oppression. Céline Paquet est une artiste pluridisciplinaire, mélangeant les formes et les outils selon les nécessités. Les médiums qu'elle utilise régulièrement sont la photographie, la vidéo, la danse et quelques mots. Après un parcours comme enseignante en arts visuels et médiatrice artistique, elle cofonde en 2021 Cosmix, une association qui vise à favoriser les liens par l'art. Son envie est d'en finir avec les différents clivages et frontières en tout genre, questionner notre vision du monde sous différents angles, différentes formes, déconstruire des systèmes et par écho, créer de nouveaux liens, chemins et récits. Citation. Voler l'innocence d'un enfant en s'extirpant de son monde imaginaire, c'est violer son intime conscience en le dépeçant de son corps. Wembo Dja Olola. Racontez-nous votre enfance. Plus précisément, de quoi vous souvenez-vous? Vos moments de bonheur intense. Décrivez-nous votre cadre familial. La table familiale, où se trouve-t-elle? Dans quelle pièce? Et qui se trouve à la table? Marie Dara. Où se trouve la table familiale? Elle se trouve dans la salle à manger, qui est pas séparée du salon. Qui y se trouve? Moi, j'ai été élevée par une mère célibataire, donc nous deux, la plupart du temps. Mes chiens à Noël, parce qu'à Noël, ils ont le droit de manger à table avec nous. Mais souvent, je pense que peut-être tout petite, je devais manger à table, mais après, c'était assez vite devant la télé, dans le fauteuil. Voilà, donc je suis vraiment une génération de la télé. Aussi pas tout le temps avec maman, parce que du coup, elle travaille beaucoup. Voilà, à Charleroi. Note quand même, à Charleroi. Dans Marcinelle.
Une petite rue de vieux, heureusement, ça m'a un peu épargné d'être vraiment dans la cité. Et voilà, et parfois, c'est vrai, dans le dimanche, le week-end et tout ça, c'est à la table chez ma mamie, qui est ma maman pour moi, ma mamie. Voilà, c'est là, ma table, où on mange. D'autres souvenirs? Non, ça va. On va continuer sur justement cette ambiance familiale. Céline Paquet. Oui, la table familiale, c'était dans la cuisine. La table familiale, c'était dans l'intime. Après, j'ai été éduquée par ma maman. Donc, principalement, c'était ma maman et ma petite sœur. On était souvent à 3. Et puis, quand on était chez mon papa, c'était à 3 dans l'autre sens. Et c'était aussi dans la cuisine. Donc, voilà, au niveau des formes, c'est pareil. Dans l'énergie, c'était c'est des moments assez agréables autour de l'échange. Parfois des échanges un petit peu forcés parce que c'était un peu cette obligation d'être toujours un peu en famille et de se raconter un peu le quotidien, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, et qui à travers les âges passe mieux ou moins bien à certaines périodes, mais ça restait quand même un moment intense. Cette cuisine, c'était aussi un moment où effectivement on rigolait beaucoup avec ma sœur, on aimait beaucoup chanter, danser. Une fois que le repas était terminé, qu'il y avait la partie plus formelle quelque part, ma maman partait et souvent on s'occupait de débarrasser avec les assiettes en chantant et en dansant, et c'était gai. Enfin, j'ai vraiment des bons souvenirs en fait de cette cuisine dans mon enfance. Souvenirs heureux, quelquefois durs, ou peut-être pas. Est-ce que votre cadre de référence est votre cadre familial? Ou en avez-vous plusieurs? Je m'explique. Je vais vous analyser. J'ouvre un espace qui permet de mieux comprendre comment vos propres valeurs et attentes culturelles façonnent nos interactions. Je fais donc une sorte de cartographie des cultures qui vous déterminent et surtout vous permettent d'être. Ouh, je vois que Céline, tu fronces les yeux pour te concentrer. Ok. Alors, je me base sur le modèle de l'iceberg, développé par l'anthropologue Edward T. Hall. Lorsque nous voyons un iceberg, la partie visible au-dessus de l'eau n'est en réalité qu'un petit morceau d'un tout, beaucoup plus grand. En effet, les icebergs sont notoirement disproportionnés en termes de visibilité. Vous pouvez voir le sommet, environ 10%, mais 90% de leur masse est sous la surface de l'eau. La culture, c'est similaire. Les manifestations visibles de la culture ne sont que la pointe de l'iceberg. Cependant, c'est bien la partie inférieure et cachée de l'iceberg qui sera à l'origine des manifestations visibles. Aucun des éléments visibles ne peut vraiment avoir de sens sans comprendre les valeurs, les croyances, les représentations qui les soutiennent, les points de vue, les attentes. Par exemple, la religion, est-ce que tu la places au-dessus ou tu la places en dessous ? Et comment tu réagis si elle est au-dessus et si elle est en dessous. Et donc, ça ne peut pas avoir de sens sans qu'il y ait effectivement des valeurs, des croyances et des représentations qui vont les soutenir. Et ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment plonger dans votre iceberg. Je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se trouve en dessous ? Je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé de ce qu'il y avait en dessous de la partie visible, justement, dans mes livres, etc. Ouais. Mais peut-être, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est tout ce qui a généré, peut-être. C'est ce qui a émergé dans les livres. Mm-hmm. Ok. Mais, je pense des valeurs très très fortes, mais très singulières. C'est marrant, j'ai eu une conversation hier avec ma meilleure amie où on disait que, en plus d'avoir été élevé dans la précarité, on a surtout été élevé dans la marginalité. C'est-à-dire que, moi, j'ai évolué quand j'étais dans la maison avec ma mère, une maison qu'elle a retapée toute seule, tu vois, avec des briques, des billes de chemin de fer pour faire des poutres et tout ça. Elle était un peu, je veux dire, vraiment une mère à part entière. Et du coup, à la maison, c'était vraiment un endroit de liberté assez puissant, sans hommes cis, en tout cas dans les parages, puisqu'il y avait que elle et moi.
et ma grand-mère, et la sœur de ma grand-mère, et puis seulement le mari de la sœur de ma grand-mère, donc de ma grande-tante. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de présence masculine ou d'homme cis dans les parages, quoi. Donc j'ai vraiment été élevée en autarcie, comme ça, un peu enfant sauvage. Ma mère, elle me construisait ma balançoire. On coupait du bois. J'ai pas eu le chauffage central avant mes 15 ans, je pense. Donc on était vraiment un peu dans un monde assez, j'ai envie de dire de nana, mais c'est pas trop je sais pas, de super nana un peu qui s'en sortent comme ça. Même si moi, je sais que je me considère pas totalement comme une nana, mais et du coup, en fait, avec des valeurs très très proches de la nature, très très proches de justement pas cet anthropocentrisme qu'il y a maintenant. Donc très fort en communion avec tout ça, un espèce de truc très simple, très libre en fait, très très libre. Et du coup, avec une valeur très particulière où ma mère, elle m'a toujours dit, donc j'ai une famille, on va dire, qui vient du catholique, enfin, tu vois, un peu catholique comme ça, j'ai ma petite communion, j'ai fait le truc là de cours de catéchisme. Mais ma mère, elle m'a toujours dit, en fait, Dieu, c'est une métaphore ou une parabole de l'amour, en fait. C'est pas un vieux monsieur barbu dans le ciel, quoi. Je veux dire. Et du coup, après, là-dessus, elle m'a aussi appris à avoir le sens critique très, très fort sur tout ce qui pouvait m'entourer. Comme elle me laissait souvent seule, il fallait que je puisse m'autogérer très, très vite. Donc, j'étais très, très responsable comme enfant. Depuis que j'ai 8 ans, je vais à l'école toute seule. Ça veut dire que je dois préparer ma boîte à tartines ou faire à manger ou des choses comme ça. Et très, très fort le sens des responsabilités. Si tu fais quelque chose, si tu veux l'arrêter, tu l'arrêtes, mais c'est ta responsabilité. Voilà. En fait, de me rendre hyper responsable de ma vie, de tout ça, peut-être trop parfois. Moi, maintenant, parfois, j'ai pu en vouloir d'avoir autant de responsabilités. En même temps, me permettre énormément de liberté et d'assouvir ma curiosité sur tout. Mais tout, hein, je veux dire tout. Si je demandais de faire quelque chose, elle me disait oui, elle trouvait un autre boulot et elle me le payait, quoi. Mais du coup, maintenant que je me rends compte, c'était une façon de vivre assez marginale par rapport au reste du monde. Même si j'étais quand même très fort connectée par la télé, tout le reste, c'était pas comme chez les autres. Il n'y a jamais eu ce truc de... Par exemple, les règles de la société, j'ai pas eu cette injonction-là, moi. Je m'habillais comme je voulais, je me coupais les cheveux, je me les teignais dans n'importe quelle couleur que je voulais. Et tu vois, en fait, du coup, j'ai jamais grandi dans le fait de vouloir absolument ressembler à cette norme. Et ça, je pense que c'était à la fois très difficile, du coup, après, quand j'étais confrontée à la société, parce que du coup, la société ne fonctionnant pas du tout comme moi, et pour moi, en fait, d'une violence énorme, en fait, je n'avais pas les armes, du coup, pour comprendre. Je ne me rendais pas compte que j'étais quelqu'un de marginal, par exemple. Et quand est-ce que tu t'en es rendu compte ? Très tard, quand je suis arrivée à Bruxelles. Je pensais que c'était à cause de Charleroi, la ville où j'étais, qu'on me considérait comme ça. En arrivant à Bruxelles, j'ai compris qu'en fait, tout le monde ne vivait pas comme ça. Enfin, c'est bête, mais ça m'a fait vraiment un choc culturel d'arriver à Bruxelles. J'étais persuadée, quand j'étais à Charleroi, qu'il y avait quelque chose d'autre. Je savais que la vie, ça ne pouvait pas être que cette petite vie, pas souvent dure, enfin, je veux dire, voilà, pas très jolie, à Charleroi. J'étais persuadée qu'il y avait autre chose que je n'arrivais pas à assouvir à Charleroi. Et du coup, ma mère, on a fait ce pacte de voilà, jamais doubler, garde ta bourse, comme ça, dès que tu peux partir, quoi. Donc, je suis arrivée à Bruxelles, j'avais 17 ans, parce que je suis de septembre, donc voilà. Je suis rentrée au conservatoire à 17 ans, le jour de mes 18 ans, je pense. Et du coup, je savais qu'il y avait ce truc-là, mais je l'avais jamais vu, je ne pouvais pas le palper, si tu veux, à Charleroi. Et en arrivant à Bruxelles, c'était genre, ah, mais en fait, il y a effectivement un autre monde, il y a une culture que je peux assouvir de manière exponentielle par rapport à ce à quoi j'avais accès à Charleroi, même si elle m'a donné accès à beaucoup de choses, ma mère. J'ai fait du dessin, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du piano, j'ai fait du solfège, j'ai fait du chant, j'ai fait de la peinture, enfin j'ai vraiment fait tout ce que je voulais, quoi. Parce que j'étais tellement curieux que je voulais vraiment toucher à tout. Mais je trouvais pas toutes les réponses que j'avais envie, je pense intellectuelles aussi. Intellectuelles, culturelles. Hein. C'est pas vraiment... parce que j'ai toujours cru que j'étais très bête, parce que je m'ennuyais beaucoup, en fait, tu vois. Mais ici, c'était vraiment... En fait, je pense que je manquais d'émulation, beaucoup. Et donc, je m'en suis rendu compte de cette marginalité, du fait que tout ce qui m'était arrivé dans l'enfance n'arrivait pas dans toutes les familles, même si, en fait, ça arrive dans toutes les familles, mais pas exactement de la même façon. Le fait aussi c'est plus de la précarité, culturelle, je dirais.
Tu vois, au-delà de la précarité financière, qui fait que oui, parfois on allait se laver les cheveux sous la douche pendant un orage parce qu'on ne voulait pas utiliser l'eau. Enfin, tu vois, parfois on était dans des bails comme ça. Mais c'était surtout la précarité intellectuelle et culturelle que je ne pouvais pas trouver. Ma famille, ce n'est pas des artistes, même si je pense que ma mère aurait pu devenir écrivain si elle n'a pas été écrasée par le patriarcat à son époque. Et voilà, mais ouais, il y avait la liberté, mais il n'y avait pas de quoi assouvir cette liberté. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, c'était libre, mais j'étais libre que dans ma maison. Tandis qu'ici, j'ai découvert que je pouvais être libre dans le monde entier. Ouais. Avec tout ce que ça comporte de dangereux quand on vit librement. Parce que je pense que quand on est aussi libre, sans contrainte de genre, de choses comme ça, en fait, on ne se rend pas compte à quel point le monde est dangereux puisqu'on évite à attaquer, repérer. Genre, non, quelqu'un de libre, il faut l'écraser. Tu vois? Eh bien, ça, c'est peut-être toutes les valeurs qu'en fait, qui sont nées là. Tu vois, cet amour inconditionnel pour tout ce qui est vivant. C'est mon dernier tatouage. Toute chose vivante mérite l'équité. Tu vois, on n'est pas différent de... Ben, tout ça, en fait, je pense que ça a façonné qui je suis et tout ce que j'ai envie pas de faire de ce monde, tu vois, mais d'essayer d'apporter au monde, peut-être, en me disant que c'est pas possible que ce soit qu'il y ait tant d'injustice. Ouais, la violence de l'injustice pour tout être vivant, ça, c'est des valeurs hyper fort ancrées en moi, qui font peut-être que maintenant, ça c'est ma nécessité de faire de l'art pour dire que ça peut plus arriver. J'ai encore parlé super longtemps. Mais c'est bien, tu t'en es rendu compte. Donc du coup, on va laisser rebondir Céline Paquet. Rebondir ou pas, parce que tu vas plutôt parler de toi. Oui. Bah après, il y a des rebonds à faire avec Marie et avec son passé. Il y a des choses où je me retrouve aussi dans ce qu'elle raconte et de ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, et puis d'autres pas du tout. Mais moi, c'est vrai que j'étais dans un espace un peu aussi proche de la liberté, puisque parlait de ça, où mes parents ont vraiment essayé de me mettre aussi dans un enseignement un peu freiné, dans quelque chose où la liberté d'expression est importante, où c'est important d'avoir un regard critique sur le monde, de s'exprimer, de donner un avis. Donc j'ai grandi dans cet esprit-là, avec un côté assez féministe aussi à la maison, ma maman qui était féministe, mon papa qui avait une vision assez féministe pour un homme, mais quand même féministe dans le sens où il avait des filles. Et donc, du coup, il se repositionnait aussi, lui, en tant que père, différemment. Et il ne voulait pas que ses filles dépendent d'un homme ou qu'elles soient dans un modèle trop patriarcal. Donc c'est quelque chose pour lequel il nous a beaucoup défendu, ou en tout cas il nous a beaucoup appris ou mis en évidence des situations qui pouvaient faire qu'on se rende compte qu'on est par exemple dans certains modèles à certains moments. Donc les deux parents étaient vraiment très forts dans un regard quand même assez féminin. Mes parents étaient dans l'associatif, dans les mouvements, c'était vivre autrement, c'était un peu comme écolo, enfin plutôt vert, un peu dans le côté en tout cas respect du vivant. On vivait déjà on achetait en coopérative. Il y avait comme ça un peu déjà un esprit dans mon éducation. De faire attention effectivement au vivant. Et c'était à Bruxelles ou ça c'était en Brabant wallon. Dans le Brabant wallon, ouais. Ok. Et donc, il y avait cet esprit-là aussi qui était présent. Et ma mère dans les associations aussi. Plutôt, c'était plus le féminisme qui l'intéressait. Et donc, on a vraiment eu des clés comme ça, très jeunes, et qui nous ont formés. Et après, par rapport à la religion, on a fait, le catéchisme. Décidément, c'est bien ancré. Oui, ici, c'est bien ancré. Je pense dans les écoles, en tant qu'enfant, c'était vraiment... j'avais été baptisée, puis c'était un peu la norme. Mes parents ne poussaient pas, mais voilà, dans le côté un peu social, global, ça s'est fait. Et je pense que je n'ai pas eu la conviction en l'étudiant, en fait. Et avec le temps, je pense qu'il y a eu une marginalisation, peut-être un recul. Et puis après, c'est vraiment aussi avec
tout le côté décolonial, qu'à ce moment-là, pour moi aussi, ça a été vraiment un basculement de cette place de l'Église. Quand j'étais donc au Burkina Faso aussi beaucoup de fois, où là, quelque part, l'Église est très importante et il y a encore beaucoup de croyants, de chrétiens, de me rendre compte voilà, de cette méconnaissance aussi de cette histoire et qui fait que cette croyance ne pouvait plus exister et que j'avais même du mal à être avec d'autres personnes et à respecter leurs croyances et en même temps en ayant une vision plus éclairée de l'histoire que peut-être eux ne voient pas comme ça à travers le côté plus spirituel, parce que ça reste une question fondamentale qui est très, très profonde et qui définit vraiment l'équilibre de quelqu'un aussi. Donc c'est une question qui est pour moi aussi une question très sensible. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est la base. En parlant justement en continuant dans ce schéma d'iceberg, quelle est justement la partie en dessous pour laquelle vous avez dû vraiment puiser toutes les ressources de ce que vous êtes, de toutes les cultures qu'on vous a inculquées pour pouvoir dire et vous défendre? Céline Paquet. Parce que la base, vous l'aviez. La base, oui. Le baobab, je veux dire, moi nous imagine en tant que baobab, et qu'on est ancré dans le sol. Donc on a cet ancrage qui fait qu'on puise dans le sol pour pouvoir se défendre, pour pouvoir cracher, pour pouvoir dire, pour pouvoir... ces racines qui s'ancrent dans le sol, c'est un peu de ma mère, c'est un peu de ma grand-mère, c'est un peu de ma tante, c'est toute la culture familiale, les cultures, même au-delà de la famille liée par le sang, qui fait que je suis un individu, tu vois. Et donc c'est ça que j'aimerais bien que vous essayiez de nous dire, c'est qu'est-ce qui vous a mis en colère et qui vous a donné, et cette force-là, ce mojo, je ne sais pas, familial, où vous avez senti vraiment tous les ancêtres avec vous et que vous vous êtes dit non, là, ça va pas se passer comme ça. Mais oui, et c'est la vie en fait qui est remplie de plein de petits et de gros événements effectivement à des moments et qui nous mettent au défi. Oui, parce que tu parles un peu des familles, des ancêtres. Je repense effectivement peut-être à ma grand-mère maternelle. Qui qui a rencontré mon grand-père en Allemagne dans un camp et qui est venu vivre ici en Belgique. Il a suivi, mais qui a quitté effectivement toute sa famille et tous ses repères et qui n'a pas réussi en fait à vivre ici et à s'intégrer vraiment et à recréer en fait un réseau familial de belles familles ou d'amis. Et qui a fini par mettre fin à ses jours vers la quarantaine environ. Et du coup, c'est vrai que ça a été un trauma pour la famille, ça a été un trauma d'avoir envie de changer les choses, de bouger aussi pour que chacun puisse trouver sa place où qu'il soit, quelles que soient les frontières, quels que soient les espaces, les barrières, les lieux, les rencontres, et de vivre en fait tout simplement avec les personnes avec qui on est et de pouvoir peut-être aussi prendre conscience de cette difficulté aussi du déracinement. Et plus on prend conscience de ça et plus après, du coup, on se rend compte... de l'envie juste de partager, de militer en fait pour ça, pour juste être bien ensemble. Et donc ça c'est un des cris en tout cas, ou de quelque chose que je porte au niveau personnel dans ma famille. Et après c'est vrai que
Oui, il y a des moments de colère. Enfin, il y a des moments de colère par rapport à... Enfin, moi, c'est sur les inégalités, beaucoup aussi la lutte des inégalités. Et de voir, par exemple, des personnes qui voilà, sont sans abri, c'est quotidien. C'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre au quotidien. C'est quelque chose avec lequel on ne devrait pas apprendre à vivre au quotidien. Je vois, j'ai une fille qui comprend pas encore tout ça et qui a la beauté de cette naïveté. Et du coup, quand elle voit quelqu'un qui demande à manger, il y a 2 jours, elle me dit « Mais je peux lui donner ma sucette, j'ai encore une sucette dans ma poche. » Et donc, il y a vraiment cette naïveté, mais en même temps, qui est une beauté et qui est quelque chose qu'on doit garder et qui donne vraiment envie de se battre parce que c'est pas normal, en fait, de voir plein de gens autour de nous qui souffrent et, en fait, de se créer une forme de carapace et de ne pas agir, en fait, par rapport à ça. Et donc, dans la militance, je pense qu'il y a vraiment plein de petits moments dans la vie qui font qu'on a envie de se battre et d'être présent pour le monde qu'on espère être meilleur. Et ici, c'est vrai que moi, je m'attache beaucoup au lien et à créer du lien. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est le fait d'agir, c'est poser un acte, c'est le fait justement d'être en action? Oui, le fait d'être en action, c'est important. Du coup, il y a le côté artistique dans le fait du besoin de créer pour aussi dire. Et après, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup aussi avec des ateliers, des jeunes. Voilà, j'ai enseigné pendant plus de 10 ans. Le fait de partager, de réfléchir ensemble, de faire changer les choses ensemble, c'est important, oui, pour moi. Et donc l'action est importante. Que ce soit pas quelque chose qui soit juste artistique ou théorique, mais pour moi c'est important vraiment qu'il y ait du lien et qu'il y ait une rencontre et donc une forme de secousse qui se fasse et qu'il y ait un mouvement. En fait, c'est ça qui pour moi est important, ouais. L'inactivité n'est pas de mise pour toi? Ben après, qu'est-ce que l'inactivité en soi? Après, même voilà, tout porte à réaction. Il n'y a pas jamais vraiment inactivité, mais c'est vrai que je suis un peu choquée du côté inactif qu'on a. Et je dis on, parce que parfois je vois ça dans une génération comme ça aussi, que je ressens moins chez les jeunes, où il y a déjà beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus de vision, chez les plus jeunes, vraiment les petits, mais voilà, les adolescents, les jeunes adultes. Mais je trouve qu'on est quand même une tranche d'âge, une génération, peut-être née dans les années 70, 80, où on a été bercé. Et j'ai l'impression qu'on s'est laissé bercer, et un petit peu d'immobilisme. Mais... voilà, rien n'est vraiment immobile, tout bouge toujours, mais autant essayer de pousser pour que ça bouge dans des directions qui font sens en tout cas et qui font cœur. Marie-Dara. Moi, je pense que, pour revenir sur ta question, la force, ce qui m'a réveillée là, c'est prendre conscience, avec cette nourriture que j'ai reçue ici depuis un moment, des systémismes, de la systémie de tout ça, en fait. J'ai passé mon temps à m'en vouloir d'être comme ça et de me prendre pour seule responsable, en fait. Tu vois. Et je pense que là, c'est vraiment le déclic que j'ai eu quand j'ai écrit Depuis que tu n'as pas tiré. C'est qu'il faut absolument redonner ce pouvoir de choix aux gens et de leur... Enfin, aux gens, j'espère que je sonne pas un peu hautaine, mais tu vois, faire comprendre que certes, en fait, on manque de choix, mais que ce choix, si on manque de choix, c'est parce qu'on est bloqué dans un système. Ce système, en fait, on n'a pas choisi notre place dedans. Donc, tout le monde est victime de ce placement. Je veux dire, il y a personne qui décide de naître dans une famille aristocrate, bourgeoise, ou blanc, ou noir, etc. Tu vois, c'est un peu au hasard, tout ça. Et du coup, ce qu'il faut essayer de combattre, en tout cas de changer, c'est la justesse de ce système. Parce que tant qu'il est si déréglé et qu'il fait tant d'écart entre les gens, bah, du coup, on ne pourra pas tous avoir le même nombre de choix. Et ça, c'est important parce qu'en fait... on a évidemment notre libre arbitre, notre choix propre à faire dans la vie. Mais il y en a qui ont une palette de 5 choix à faire et il y en a qui ont une palette de 15 000 choix à faire. Voilà, et ça, c'est pas normal. Et aussi, prendre conscience que, parce que moi, j'étais bloquée très longtemps dans mon alcoolisme et voilà, dans mes addictions et tout ça, parce que du coup, je me disais que c'était perdu d'avance et que du coup, je
pour pas faire de choix, je faisais genre un non-choix, sauf que le non-choix, c'est un choix aussi. Et c'est là où je te rejoins dans l'inaction, tu vois. Moi, je me suis dit, tant pis, alors je me laisse couler, et voilà. Mais en fait, ça, c'est un choix aussi. En tout cas, c'est le choix de pas combattre ce système. Et du coup, à partir du moment où ça a percuté, où je me suis dit, ok, en fait, ça, c'est pas combattre. C'est en fait, du coup, tu l'engranges aussi, puisque tu le combats pas. Et c'est là où je suis passée un peu en mode radical dans ma vie, où je me suis dit, ok, alors je n'accepte plus que le non-choix de ne rien faire, en fait. Je n'accepte plus. C'est soit on le combat, ou soit tout le reste, c'est accepté, en fait. Et ça m'a réveillée. Ça a réveillé ma militance. Après, moi, je suis pas le genre de personne militante qui va marcher dans les rues, parce que c'est de la violence faite à moi, mais chacun son truc. Mais voilà, mais en tout cas, moi, je voulais éveiller les consciences là-dessus, quoi. De se dire, en fait, oui, on n'a pas choisi la place où on est dans la société. On subit tous ce système capitaliste, patriarcal, je sais pas, anthropocentré, etc. Mais de notre place, on a quand même le choix de combattre ou non. Voilà. Ça, c'est là où peut-être, tu parlais des ancêtres qui se sont levés, tu vois. C'est là où j'ai peut-être fait genre, non, shit, ok, on a pris dans notre gueule pendant je sais pas combien de temps. Maintenant, il y a quelqu'un qui va monter au créneau et qui va essayer de défoncer la gueule à tout le monde et qui va surtout le faire en n'acceptant pas du tout de se ranger dans la norme. Et tant pis si je dois en souffrir, parce que de toute façon, j'en souffre déjà. Ma vie, elle est déjà foutue. Voilà. Donc, autant pour foutu, autant prendre les armes et se jeter dans la bataille en se tatouant le visage et en mettant mes peintures de guerrier et guerrière et en faisant « c'est bon, patriarcat, capitalisme, on va vous défoncer ». Vous écoutez Sororité, Conversations with My Sisters, un podcast de Rokia Bamba et du studio Balado. Marie Dara, tu vas nous lire un poème? Je sais pas, ça s'appelle « Ma mère ». Ma mère m'a toujours dit « Crois pas aux politiques. Vote toujours puisque le vote blanc vaut que dalle. Et pour faire chier la droite, choisis une écolo. Elles sont pas mieux que les autres, mais font moins de mal aux animaux. » Faut-il toujours écouter sa mère? Ça, je sais pas. Mais ma mère avait pas tort quand on voit ce que je vois. Si tu vis dans un pays capitaliste, raciste, spéciste et sexiste, pose pas la question, tu l'es de toute façon, de façon systémique. Tu participes à un système qui gangrène les gens du bas du panier. C'est eux qui n'ont pas les foi ou les ressources nécessaires pour apprendre à se révolter. Je demandais à ma mère pourquoi elle faisait pas de politique, elle qui voulait sauver le monde. Elle disait, si j'étais assez douée pour l'école, je serais peut-être devenue une mauvaise personne. Peut-être que le pouvoir, ça donne soif et que ton éthique s'égratine quand tu gravis les échelons. Puis, je suis pas sûre de vouloir gérer la patate chaude maintenant. Peut-être il faudrait tout recommencer et voir la vie différemment. Ma mère, qui travaille depuis son plus jeune âge comme technicienne de surface, c'est une sage, je vous le dis. Elle était crudivore dans sa jeunesse et elle menait des combats auprès des LGBTQIA+. Toujours à l'écoute des enfants et des aînés, ma mère, c'était quelqu'une à qui on pouvait parler. Pourtant, elle n'a pas fait de grandes études, ma mère. Elle penche un peu trop vers la bouteille, ma mère. Ma mère, elle sera jamais politique, avocate, mania ou médecin. Mais elle fait partie de ces gens-là qui ont un cœur pour tous, qui respectent la vie comme d'autres en ont la frousse, qui a jamais eu le choix que de se lancer à corps perdu pour assurer un toit, de la bouffe et des stages d'été pour assouvir ma curiosité. Pourtant, elle fait des fautes d'orthographe, ma mère, elle grimace, ma mère. Elle se meurt en silence, ma mère. On la disait sorcière. Je pense qu'on devrait les mettre au pouvoir, ces femmes-là. Ces êtres sans artifice qui mettent de l'huile de coude à ouvrir grand les bras. Des statues pour toutes ces femmes qui rament dans une mare d'hostilité et qui ont dû cravacher pour s'en sortir avec une retraite de moins de 600 €, CPS et dénité en rétention. Il y a dans leur sourire des éclats de grosses caisses et dans leurs mains rêches beaucoup de tendresse immodérée. Il y a dans leur ventre plein d'air et de houblon de quoi descendre une garnison de soldats. C'était pas des femmes comme dans les magazines, c'était pas des dames sauf en cuisine, mais c'était des putains d'héroïnes pour survivre dans ce patriarcat qui les a délavées jusque dans leur santé mentale. C'était pas quelqu'un de chic, ma mère. C'était peut-être une artiste, ma mère. Et c'était une bonne âme dans un corps de baraki qui m'a appris à penser et avoir l'esprit critique. C'était pas une femme, ma mère. Non. C'était une guerrière. Dis Marie, c'est quoi le slam? C'est de la poésie orale. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est juste dire tout haut
de la poésie. Et la poésie, c'est tellement large. Voilà. C'est juste l'expression, l'oralité de la poésie. C'est, voilà. Et la poésie, c'est large, c'est ce que je veux dire. Autant le slam, c'est vraiment le slam, c'est pour juste dire que tu dis ça tout haut. Autant la poésie, ça peut être très très large, je pense. Ça peut être tout. La poésie, c'est une vision sur le monde, non ? C'est regarder le monde dans un prisme et expliquer ce qu'on voit. Donc ça, pour moi, la poésie, c'est tellement vaste et tellement large. Voilà. Et après, le slam, c'est juste le fait de le dire tout haut. Partager. Et tu attends des retours ? J'attends pas des retours comme quand je joue au théâtre, par exemple. Parce que il y a pas de... J'ai beaucoup déconstruit aussi. Hein. J'aime bien quand même le répéter qu'on part tous de loin, de plus ou moins loin dans notre déconstruction. Mais je pense que ce qui me manquait au théâtre, par exemple, c'est que ça avait pas de sens toujours de faire tout ça. Ici, en fait, avec le slam, ce qui m'a donné du sens et qui m'a donné une vague de nécessité et de force pour continuer à faire ça et d'explosion et de lumière, c'est que la seule légitimité que j'avais, c'était de témoigner de ma réalité. Pas pour dire que celle des autres n'existait pas, juste pour dire qu'il y avait une pluralité de réalités qui cohabitaient et que c'est important d'entendre les réalités de chacun pour voir systémiquement qu'est-ce qui se passe. Tu vois ? Ça m'a plu en soirée slam, tu vois, de me dire, ok, si on est sur une salle de 100 personnes, disons 70 personnes sexisées, donc finta, femmes, non-binaires, etc., qui se plaignent toutes d'agressions sexuelles, c'est peut-être qu'il y a un souci dans la société qui ne tient pas au fait de nous, qui tient au fait que si ça arrive à tout le monde, c'est qu'il y a un souci. Et ça m'a donné l'importance du témoignage, en fait, pour pouvoir après faire des liens et se dire, ok, là, si tout le monde témoigne d'une même chose, c'est qu'il y a peut-être un souci dans la société, dans comment c'est construit, et comment on s'en occupe ensemble. Parce que je pense que sans donner des solutions, parce que je ne pense pas qu'il y en ait, déjà, il n'y en a pas qu'une, mais c'est surtout qu'il faut les repenser à chaque fois, tout le temps. La déconstruction, tu sais, ça s'arrête jamais, tu vois, tu déconstruis toujours, ça qui est super chouette avec les déconstruction, ça n'a jamais de fin. Mais que parfois, dans l'islam, il peut y avoir peut-être des débuts de pistes, tu vois, sur, ok, quand même, oui, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent du racisme, tu vois, dans plusieurs, tiens, comment ça s'insinue, la particularité, en fait, du témoignage dans le slam, je trouve, est super... je sais pas, super intéressante pour voir des pistes de début de solution ou de choses à changer. Céline Paquet, tu écris aussi. Pourquoi ? Mais l'écriture, oui, pour moi, c'est vraiment une libération. C'est quelque chose qui me fait même me découvrir moi-même. Moi, j'écris vraiment de façon et de l'écriture libre, juste pour écrire. Et puis après, des fois, j'essaye d'écrire avec une envie plus particulière, mais les textes que je préfère en général, c'est ceux qui partent vraiment d'un besoin. Donc, il y a des fois, je peux avoir quelque chose sur le cœur ou quelque chose dans la tête qui rumine, et là, je vais dire, ah, mais il faut que j'aille prendre un café là maintenant. Donc là, je dois sortir mon bloc de feuilles parce que j'aime écrire encore sur papier. Et donc, du coup, je commence à sortir mes feuilles et alors là, souvent, il y a des choses qui se révèlent, même à moi-même. Et ça qui est beau aussi avec le texte, c'est d'avoir parfois juste des ruminations, des injustices, des choses qu'on ressent à l'intérieur et puis on les voit et ça leur donne d'autres couleurs en fait. Ouais. On s'est connus pour interdépendance. Oui. On s'est connus en triturant les archives. Parle-nous de ça. Oui, alors Interdépendance, c'est un projet qui a commencé il y a assez longtemps. C'est des recherches autour du lien entre la colonisation au Congo avec la Belgique en RDC. Et qui était une envie de travailler sur le changement de paradigme en fait aujourd'hui. Le changement de paradigme par rapport
à l'histoire, à comment a été narrée en fait l'histoire coloniale. Et l'envie, c'était de retourner un peu les arguments souvent utilisés au niveau politique pour les retransformer et montrer en fait d'autres visions, d'autres regards. Comme j'utilise beaucoup la photo, je me suis tournée vers les archives qui sont quelque part une trace de mémoire, quelque part indélébile. Et donc c'est en ça qu'elle m'intéressait, ces archives. Et où est-ce que tu les as eues, ces archives? Alors au départ, les premières images, c'était en faisant comme ça des recherches sur Internet. Donc j'avais beaucoup d'images aussi de la colonisation française, puisque j'allais beaucoup aussi au Burkina. J'avais fait des recherches aussi dans des centres là-bas, mais beaucoup de choses avaient été brûlées. Donc en fait, ils avaient brûlé énormément d'archives et c'était très difficile de retrouver d'ailleurs au Burkina des archives, mais j'avais quand même une petite collection d'archives françaises. Et puis quand j'ai voulu faire ce travail vraiment plus spécifique sur la Belgique et le Congo, du coup j'ai été au musée de Tervuren. Et c'est là ils ont tout un stock en fait d'archives. Qu'on peut consulter plus ou moins librement. Enfin, ça a évolué aussi au niveau des recherches parce que voilà, il y a 10 ans, c'était pas du tout facile d'accès, c'était très cloisonné, mais ça reste toujours. Enfin, on te demande quand même ton identité, c'est pourquoi faire. Il y a une forme de suivi quand même de la gestion des archives. Et voilà, il y a beaucoup de militance et c'est bien parce que ça bouge justement avec les mouvements militants. Et il y a quand même une ouverture un peu plus grande, même si c'est pas encore assez ouvert. J'ai eu beaucoup de mal aussi à utiliser ces images sur la question de la légitimité, comment utiliser ces images. L'idée, c'était pas de remettre un pathos, c'était pas de montrer la souffrance de personnes, mais en même temps de dire mais ça a existé. Il faut qu'on arrête aussi ici en Belgique de donner un côté esthétique ou même beau à la colonisation ou à continuer à favoriser Léopold II comme on le fait encore dans certaines écoles et tous les bienfaits aussi de la colonisation. Et donc l'envie, ça a été de retravailler seulement sur des fragments d'archives pour qu'on voit seulement des morceaux, que ça insinue en fait une idée, un moment de l'histoire, quelque chose qui évoque en fait une situation. Mais jamais dans l'entièreté. Donc en travaillant sur l'invisibilité, on ne voit pas les visages, il n'y a pas d'identité, sauf pour les personnes politiques, où là, il y a vraiment une vraie envie de mettre en valeur peut-être certains héros qui n'ont pas été assez mis en valeur dans l'histoire. Mais sinon, les personnes qui ont été photographiées à leur insu ou sous forme de force, là, vraiment, c'est vraiment juste des fragments. Et donc avec toutes ces images, l'idée c'était de montrer un peu tout ce que la Belgique a pris au Congo et comment elle s'est enrichie en fait avec l'argent du Congo, et de retourner ça aussi avec la situation migratoire et comment on est avec les personnes, enfin comment les politiques agissent face aux personnes migrantes, et les médias aussi, quel discours médiatique aussi il y a derrière. Et donc l'idée c'était de transformer ce discours médiatique en montrant en fait toutes des sociétés, des situations, en parlant de l'Église justement, des moments importants en fait dans l'histoire qui ont enrichi vraiment la Belgique. Après cette partie-là, il y a tout un travail aussi de texte qui a été fait avec des auteurs qui sont liés au Congo d'une façon ou d'une autre. Et donc on a fait une résidence avec toi, Rokia, pour le son, avec la création, une création sonore sur base de tous les échanges qu'on a fait en fait durant ces ateliers, parce qu'on a discuté justement sur différentes thématiques. Donc Rokia a enregistré tout ça et a fait une création sonore qui interagit avec les photos sous forme d'installation. Et ces textes ont été aussi récités en performance et ils seront aussi publiés ultérieurement.
Et donc, il y a vraiment un travail d'échange avec ce besoin aussi d'être en groupe, mais aussi d'avoir plusieurs récits, plusieurs discours, plusieurs points de vue selon d'où on se place. Et Carte Noire, qu'en penses-tu? Justement, qui est un dérivé d'interdépendance. Oui, alors Carte Noire, c'est le bébé d'interdépendance quelque part, dans le sens où ça s'est créé en fait sur le lieu de vernissage, le lieu où on a montré en fait notre sortie de résidence. Il y avait des personnes en fait qui n'ont pas fait partie de la résidence. Il y avait des étudiants aussi qui étaient là et qui sont venus aussi avec nous pour faire la performance. Et donc c'est créé un collectif un peu autour de la table avec cette envie justement de pouvoir s'exprimer sur ces différentes questions, sur la place du corps, sur différents éléments par rapport à ce passé colonial et quelle implication il a dans leur vie actuelle. Donc voilà. Et peut-être aussi, juste pour rebondir avant aussi, sur Interdépendance, il y a vraiment aussi la part avec les étudiants, j'en ai pas parlé, mais il y a vraiment un gros travail aussi de médiation et travail aussi avec les écoles autour de la transmission du passé colonial, où on travaille avec des ateliers photos, des ateliers plus théoriques, en mettant en avant justement l'enrichissement de tout ce qui a été enrichi, qui a enrichi la Belgique avec le Congo, et aussi les figures de la résistance. C'est dingue de voir tout ce travail qu'on a accompli et se dire que le gouvernement actuellement n'est pas apte à voir que ça a créé des dégâts et qu'il continue à se voiler et à se mettre des œillères. Mais ce qui est quand même horrible, c'est de penser qu'il n'y a pas de pardon possible, c'est de penser qu'il n'y a pas de rétribution possible, et quoi, on doit faire fi de tout ça et continuer quand même à se battre pour que des récits puissent se raconter, mais que justement cette mémoire puisse aussi se créer dans les écoles, puisqu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc que faire? Pour moi, c'est vraiment continuer à se battre. Je pense qu'il faut vraiment garder aussi force et y croire, parce que quand je regarde en 10 ans, il y a quand même eu du chemin. Enfin, ça, c'est quand même ce qui me tient à cœur. C'est vrai qu'on se dit, voilà, on voit peut-être pas le bout du tunnel et on se dit, mince, il y a encore terriblement, de choses à faire. Il y a terriblement encore, d'inégalités et de gens qui souffrent de toutes ces situations. Mais par rapport à quand même il y a 10 ans, il y a eu quand même quelque chose qui pour moi, émerge et est en train vraiment de se construire, que ce soit ici ou que ce soit sur le continent africain, une grande conscience aussi. Et ça, c'est, je pense, prometteur. Et je crois qu'il faut juste tenir bon et continuer vraiment, vraiment à se battre, quoi. Marie? Moi, je suis beaucoup plus radicale, comme je l'ai dit. Je pense que le vrai nœud du problème, c'est le capitalisme, puisqu'il n'y aura jamais de pardon, ni de tentative, ni de volonté de rétribution des richesses à partir du moment où la colonisation a servi à construire le capitalisme. C'est-à-dire que s'ils rendent tout, il n'y a plus rien, puisqu'on a construit vraiment le capitalisme sur ça. Donc, je veux dire, même l'argent, la création de l'argent, c'est sur la colonisation. Donc, la colonisation, c'est l'argent. Donc, tant qu'on ne déconstruit pas entièrement le concept de l'argent, qui n'existe pas, je rappelle, l'argent, ça n'existe pas. Ce sont soit des chiffres sur un compte, soit c'est un bout de papier qui ne veut rien dire à part qu'on lui a donné une valeur. Et la seule chose qui a été faite, pour que ce soit possible, c'est l'argent de la colonisation, en fait. C'est les richesses, soit d'Amérique, soit d'Afrique, soit voilà. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je dis, et j'entends des gens qui disent, oui, c'est bien, on avance. Bien sûr qu'il y a énormément de travail de réparation individuelle qui est en train de se faire maintenant, qui est important. Mais après, moi, je dis, on n'avance pas du tout par rapport au fait où qui est prêt, là, maintenant, aujourd'hui, à déconstruire le capitalisme, c'est-à-dire à perdre une partie de ses privilèges pour accepter que tout le monde ait au moins une base correcte et humaine et décente. Personne n'est prêt à le faire. Donc voilà, pour ça que je dis, oui, on fait des avancées qui sont bien pour l'individu et certains individus, mais acceptons, mais ça va être des trucs vraiment, je pense que les gens
Je sais pas s'ils se rendent compte ou peut-être parce qu'ils se rendent compte. En tout cas, les politiques, eux, ils se rendent compte et les gens riches se rendent compte de ce qu'il faudrait redonner. Hein. Mais oui, c'est accepter de perdre son confort, quoi. C'est là, on se dit, ok, c'est fini, on n'a pas tous, tu vois, on redistribue les richesses pour que tout le monde ait une vie décente. Et quand je dis tout le monde, c'est tout être vivant. Parce que voilà, je le rappelle, moi je suis végane, donc c'est aussi accepter d'arrêter de se nourrir à foison, de jeter à foison, voilà. Et ça, je pense qu'on n'est pas prêt du tout à le faire. Et je me mets dedans, hein, moi aussi. Hein. On est trop habitué au confort. Et c'est là où on aura beau... Alors c'est chouette qu'il y ait des voix comme ça, c'est chouette qu'on s'en rende compte. Je pense que plus on s'en rende compte, plus on décide. En fait, moi, mais c'est... J'aimerais bien que les gens, au moins ce soit vraiment leur choix. Qu'ils pensent pas que ça arrive par hasard. Qu'en fait, tu fasses le choix du capitalisme. Mais parce que pour l'instant, les gens, ils font, oui, mais c'est comme ça. Non, mais en fait, on y participe tous les jours, en fait. Tu veux qu'il y ait tout ce qu'il y a dans ton magasin, tu vois, c'est un choix. Notre seul pouvoir, pour l'instant, c'est notre pouvoir d'achat. Parce qu'on est réduit à ça, dans cette société. J'aimerais pas que ce soit comme ça en vrai, hein, mais c'est un peu ça. On est réduit à notre pouvoir d'achat, en fait. On est des consommateurs. Arrêtons d'être des consommateurs et c'est comme ça qu'on va arriver à, voilà. Après, le capitalisme, c'est une grosse machine, hein, qui arrive à retourner tout ce qu'on fait en capital. Donc, c'est énorme. Mais le travail à faire, pour moi, il est, on avance. On n'avance pas vite. Et malheureusement, on est en train, non pas de détruire la Terre, parce que la Terre, elle sera toujours là, mais de détruire la qualité de la vie sur Terre. Et ça c'est un truc qui me peine, pas tout le temps, en fait. Mais voilà, oui, les avancées sont bien, oui, c'est bien, oui, en fait, on fait notre part et on la fera et on verra même pas les résultats de ce qu'on est en train de faire, quoi. Mais il faut s'attaquer à notre plus grand ennemi, et notre plus grand ennemi, toute militance confondue, c'est ce putain de capitalisme et d'argent qui n'existe pas et qui nous fait quand même détruire la vie d'autres. Parce que je pense pas qu'on se rende assez compte au championnat du monde de slam, j'ai pu vraiment en être... me prendre une grosse claque là-dessus, que c'est grâce à l'appauvrissement de pays très très loin là-bas qu'on a en fait tout ce qu'on a. C'est grâce au fait qu'on accepte qu'il y ait des dictatures mises en place qui, eux, esclavent des gens pour que nous, on ait des vêtements ou des trucs comme ça, quoi. Ou de l'eau courante, ou à manger plus qu'à volonté, etc., quoi. Et ça, c'était une claque que je me suis pris au championnat du monde, mais je me suis jamais sentie autant européen de toute ma vie. Et de me rendre compte que oui, en fait, si on a des privilèges, c'est parce qu'on en retire aux autres. Et ce n'est que dans ce sens-là. Ce n'est que dans ce sens-là, en fait. Et ça, une fois qu'on s'en rend compte, c'est difficile à avaler. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais il va falloir faire un gros truc qui va au-delà de accepter ou se rendre compte et dire la vérité sur ce que c'est que la colonisation. Il va aussi falloir accepter pas de rembourser, en fait, juste de redistribuer, quoi. Parce que rétribution, on ne pourra jamais rétribuer par rapport aux immondes choses qui ont été faites. C'est impossible de faire un truc qui va être du pardon, quoi que ce soit. Moi, je pense que je suis pas... Faut pas si on m'a dit, pardonne-moi. Mais en fait, j'ai pas à te pardonner. Voilà, t'as fait un truc mal. Par contre, qu'est-ce que tu fais après pour mettre en place des choses pour ne plus que ça arrive? Ça, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être là-dedans. Qu'est-ce qu'on met en place maintenant, concrètement, pour changer les choses qui ne vont pas là, maintenant? Et je rejoins avec ce que tu disais avec ta fille qui voit dans la rue des gens qui crèvent de faim. Hein. Le sans-abrisme, le sans-chez-soirisme, c'est une volonté politique. De l'espace, il y en a. Des locaux vides, il y en a. Le sans-chez-soirisme, c'est un choix politique. C'est tout. Et que je dis politique, donc c'est un choix humain, en fait. C'est un choix humain d'appauvrir la moitié de la population ou les 2/3 de la population. C'est un choix humain que de laisser des dictatures en place, parce que s'il n'y avait pas des dictatures en place, il n'y aurait pas de quoi alimenter notre capitalisme. Merci Marie Dara et Céline Paquet d'avoir accepté mon invitation. C'était Sororité, Conversation with my sister, Marie Dara et Céline Paquet. Ce podcast a été enregistré dans le studio de Radio Panique le 5 janvier 2023. Merci à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti. Musique originale et mixage David Federman. Production et administration Julien Barbier. Merci à Pierre de Jager de Radio Panique. Sororité est une production du studio Balado. Vous pouvez visiter notre site www.studiobalado.com ou nous contacter via les réseaux sociaux. Et abonnez-vous!
à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute. À bientôt.